Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre absolument central de notre programme de géographie de seconde. Société et environnement, des équilibres fragiles. On va se pencher sur le cas de la France pour essayer de comprendre comment, sur notre territoire, peuvent coexister un dynamisme bien réel et en même temps des inégalités qui se creusent de plus en plus. C'est un sujet qui peut paraître un peu complexe, c'est vrai, mais vous allez voir, il est essentiel pour comprendre le pays dans lequel on vit. La question qui va vraiment être le fil rouge de notre réflexion, c'est celle-ci. Est-ce que la France, malgré ce beau principe d'égalité qui est au cœur de son modèle républicain, parvient vraiment à assurer une cohésion territoriale et sociale? Ou bien est-ce qu'on assiste au contraire à une sorte de fragmentation, une mosaïque de fractures qui s'agrandit? C'est cette tension-là qu'on va explorer ensemble. Pour bien commencer, regardez juste ces deux chiffres. Le PIB par habitant en Île-de-France, c'est plus du double de celui de la Corse. C'est énorme. Cet écart, il est saisissant et il met tout de suite en lumière un phénomène majeur, la métropolisation. Ce processus qui concentre la richesse, les activités dans quelques très grandes villes au détriment d'autres territoires. C'est vraiment le point de départ de notre analyse des inégalités. Mais avant de plonger tête la première dans l'analyse de ces fractures, il faut absolument qu'on comprenne le cadre général. Donc, dans notre première partie, on va s'intéresser à la démographie française parce qu'elle a une dynamique, vous allez le voir, tout à fait particulière en Europe. 67 millions. Voilà, c'est la population de la France aujourd'hui, si on inclut bien sûr les territoires d'outre-mer. Ce chiffre, il nous place d'emblée comme un acteur démographique qui pèse sur la carte européenne. On est donc le deuxième pays le plus peuplé de l'Union européenne, juste derrière notre voisin allemand. Mais ce qui est vraiment remarquable, au-delà du chiffre brut, c'est notre croissance. Pendant que beaucoup de pays voisins voient leur population stagner ou même diminuer, eh bien la France, elle, continue de gagner des habitants. Et ça, évidemment, ça a des conséquences importantes sur notre économie, mais aussi sur notre poids politique au sein de l'Union. Et la clé de ce dynamisme, elle se trouve dans ce que nous, les géographes, on appelle le solde naturel. Alors ça, c'est un concept que vous devez absolument maîtriser. C'est tout simple. C'est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès sur une période donnée. En France, ce solde reste positif. C'est notamment dû à un taux de fécondité qui est plus élevé que la moyenne européenne et qui est soutenu par une politique familiale assez ancienne. C'est un vrai atout dans une Europe qui, elle, est vieillissante. Bon, ce portrait général plutôt positif, il ne faut pas qu'il nous aveugle. En fait, il masque des réalités qui sont très très différentes sur le terrain. Alors, maintenant, il est temps de faire ce que tout bon géographe doit savoir faire, changer d'échelle. On va zoomer et dans cette deuxième partie, on va observer de plus près les inégalités qui structurent le territoire français. Ce graphique, il illustre de manière assez frappante la fracture majeure à l'échelle nationale. D'un côté, on a l'Île-de-France, la région capitale qui aspire, qui concentre le pouvoir économique. Et à l'autre bout du spectre, les collectivités d'outre-mer. Leurs économies, qui sont souvent un héritage du passé colonial, peinent à se développer et restent très dépendantes de la métropole. Et attention, ce n'est pas une situation qui est figée. Comme le souligne très bien l'Observatoire des inégalités, qui est d'ailleurs une source très fiable que vous pouvez citer dans vos dissertations, ces écarts se creusent. En fait, la mondialisation et la métropolisation, elles ont tendance à favoriser les plus qualifiés et les grands centres urbains, ce qui accentue les inégalités de revenus. Pour que tout ça devienne un peu plus concret, on va maintenant analyser deux études de cas qui sont vraiment emblématiques, l'agglomération de Paris et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'agglomération parisienne, c'est une sorte de microcosme des inégalités françaises. C'est une ville-monde, un pôle de commandement mondial, il suffit de regarder le quartier d'affaires de la Défense pour s'en convaincre. Elle abrite des communes parmi les plus riches de France, comme Neuilly-sur-Seine, mais juste à côté, cette richesse côtoie une très grande pauvreté, notamment en Seine-Saint-Denis, où le taux de pauvreté peut carrément dépasser les 40% dans certaines villes. C'est ça qu'on appelle la ségrégation socio-spatiale. Alors, comment on analyse en espace comme ça? Par exemple, si on vous demande de faire un croquis de géographie au bac, eh bien, voici une méthode en 3 étapes que je vous conseille vraiment de retenir. Étape 1, vous identifiez les centres, les pôles de pouvoir. Étape 2, vous localisez les périphéries qui sont plus ou moins bien intégrées. Et étape 3, vous analysez les contrastes qui existent entre ces espaces, mais aussi les flux qui les relient, comme les fameuses migrations pendulaires, les gens qui vont travailler tous les jours. C'est une grille de lecture que vous pouvez appliquer à n'importe quelle grande métropole, en fait. Cette citation, elle rend l'inégalité très très concrète. Imaginez, pour un jeune qui habite en périphérie, dans un coin mal desservi par les transports en commun, la mobilité de tous les jours dépend des parents. L'accès aux loisirs, aux études ou même à un petit boulot, ça devient un vrai casse-tête logistique. C'est presque une forme d'assignation à résidence. Allez, on change de décor, direction la région PACA. C'est la 3e région la plus peuplée de France et elle nous montre d'autres formes de dynamique et d'inégalité.
Ici, la population, elle est massivement concentrée sur le littoral, ce qui a provoqué un étalement urbain très fort. C'est la fameuse périurbanisation. Ce chiffre illustre ça parfaitement. La limite du périurbain de Marseille a doublé en 40 ans. Ça veut dire quoi concrètement? Des temps de transport qui s'allongent, une plus grande dépendance à la voiture et une pression énorme sur les espaces naturels et agricoles qui se font grignoter. Ok. Face à toutes ces fractures, la question qu'on doit se poser, c'est que font les pouvoirs publics? Est-ce qu'on reste les bras croisés? Eh bien non, notre quatrième partie va justement se pencher sur les politiques qui sont mises en place pour tenter de réduire ces inégalités. Alors, il faut savoir que l'intervention de l'État, ça ne date pas d'hier. La création de la sécurité sociale en 1945, ça a été un pilier fondamental. Plus près de nous, on a des politiques très ciblées, comme les quartiers prioritaires de la ville, les QPV, qui essaient d'agir au niveau local. Et puis, il ne faut surtout pas oublier l'échelle européenne, qui joue aussi un rôle. Pour agir, on peut dire que l'État dispose d'une sorte de boîte à outils. Le premier outil, c'est la redistribution, via les impôts et les cotisations, qui permet de financer les aides sociales et de réduire un peu les écarts de revenus. Le deuxième outil, ce sont les aides territoriales ciblées, la politique de la ville pour les quartiers en difficulté ou les zones de revitalisation rurale pour les campagnes. Et enfin, le troisième pilier, qui est absolument fondamental, ce sont les services publics, l'école, l'hôpital, les transports, qui ont pour but de garantir une égalité d'accès aux services essentiels où qu'on vive sur le territoire. Et comme je le disais, il ne faut pas oublier l'échelle au-dessus, l'échelle supranationale. L'Union européenne, elle aussi, intervient, notamment avec sa politique de cohésion. Un exemple, le FEADER, c'est le Fonds pour le développement rural. Eh bien, il a alloué plus de 11 milliards d'euros à la France sur la période récente. C'est un soutien majeur pour nos campagnes. Bon, on arrive maintenant à notre dernière partie. Il est temps de faire le bilan. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça et surtout quels sont les défis qui nous attendent? Alors, si on devait synthétiser, d'un côté, la France a une démographie dynamique, même si elle vieillit. Mais ce dynamisme apparent masque des inégalités qui sont profondes et qui ont tendance à s'aggraver. Face à ça, l'État et l'Union européenne interviennent pour tenter de corriger ces déséquilibres. Mais la grande tension, le défi majeur, ça reste cet équilibre à trouver entre la cohésion nationale et les fractures locales. On termine donc sur une question ouverte. C'est une ouverture parfaite pour une conclusion de composition, d'ailleurs. Le modèle social français, cet héritage historique qui est basé sur la solidarité, sur la redistribution, est-il encore capable de résorber des fractures territoriales et sociales que la mondialisation semble, elle, constamment aggraver? C'est tout l'enjeu des débats politiques et sociaux d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et bien sûr, je vous encourage à continuer de réfléchir à cette question.